Allez, quand tu veux. Monsieur Claude Vielle. Présent. Monsieur Pascal Horry. Présent. Madame Marie Spara. Présent. Monsieur Bernard Bourgy. Oui. Madame Florence Tessier. Présente. Monsieur Frédéric Costa. Présent. Madame Elisabeth Moulin-Royon. Monsieur Louis Gaucher. Présent. Madame Joëlle Gomez. Présente. Monsieur Marcel Paulet. Présent. Monsieur Guy Vaucanson. Présent. Monsieur Alain Bonnefoy. Il va arriver. Il va arriver. Monsieur Jean-Pierre Jeuret. Présent. Madame Pascal Guillet-Forissier. Présente. Madame Louisa Collange. Madame Maria Bonavent. Madame Maria Bonavent m'a donné le pouvoir à Bernard Bourgy. Madame Géraldine Vincent. Oui. Monsieur Jean-Pierre Jalin. Monsieur Jean-Pierre Jalin a donné pouvoir à Madame Moulin-Royon. Monsieur Sébastien Arnaud. Madame Jennifer Carinal. Madame Pauline Bourget. Monsieur Michel Béal. Oui. Monsieur Pierre Chénet. Présent. Monsieur André Lesvel. Madame Suzanne Fourré. Monsieur Jean-Philippe Granger. Présent. Monsieur Patrice Perrat. Présent. Monsieur Yvon Valère. Présent. Et Madame Béatrice Drevet. Merci. Alors, sur le compte rendu du conseil municipal de la séance précédente, est-ce qu'il y a des remarques? Ok. Donc, je considère qu'il est approuvé. Sur les arrêtés qu'on vous a communiqués, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il n'y en avait pas beaucoup. 2. Pas de questions, pas de remarques? Ok. Alors, on va attaquer l'ordre du jour. Alors, tout d'abord, on va commencer par les demandes de subvention. Oui, pardon. Alors, je peux poser une petite question technique. On reçoit les documents pour le conseil avec un jour de retard. Ça fait plusieurs fois que ça se présente. C'est-à-dire, au lieu de les avoir le jeudi, on les a vendredi. Il faut avoir au moins 5 jours francs, donc il n'y a pas de jour de retard, mais on peut vous l'envoyer le jeudi. Voilà. C'était le jeudi, si on pouvait avoir cette formule. Voilà. Ça vient. On peut arrêter le bruit, hein, ou pas? Oui, c'est payé. Donc, on essaiera de les diffuser un jour avant. Et quant au bruit, on va essayer de le supprimer. C'est possible, ouais. Là, on va arrêter fort. C'est le chauffage, c'est la... Mais je parle fort en général, ça va arriver jusqu'à... Ok, alors, vous savez qu'à cette période de l'année, c'est le moment où la préfecture nous fait savoir que nous devons préparer les demandes de subvention. Donc ils nous en avertissent bien sûr début décembre pour qu'on fasse réponse durant le mois de décembre. Et il faut bien sûr qu'il y ait une assemblée délibérante et une délibération. Voilà. Donc, je vous propose tout d'abord, dans le cadre du dossier de restructuration du groupe scolaire Le Prévert, de faire donc une demande de subvention dans le cadre de la DETR 2017. Hein? Bon, ce dossier, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. On a confié la mission au cabinet Archigram pour l'étude de programmation. Aujourd'hui, c'est le choix de l'équipe d'ingénierie qui est en route. Il y a des équipes d'archi qui commencent à venir visiter l'école pour après faire des propositions. Bon, on a parlé du contenu du dossier tel qu'il a fait l'objet d'un accord avec les parents d'élèves, les enseignants lors de la concertation qui s'est faite tout au long de l'année. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on demande, dans le montage financier sur cette opération qui représente un montant global de 2 580 000 €. C'est des estimations. Hein. On demande donc une DETR de 720 000 €, avec une part sur les études de la maîtrise d'œuvre, de 10%, et une part sur les travaux prévisionnels, de 30%. Voilà. Si on avait 720 000 €, on remercierait chaleureusement
l'État. Parce que vous pensez que, à l'heure actuelle, dans les éléments que vous avez, si vous pensez que ce sera quelle proportion autour de la réponse sur la demande des 720? Je pense que globalement, la réhabilitation d'une école, c'est quelque chose dont il faut avoir les moyens au niveau d'une commune. Voilà. Et qu'après, si on a la chance à travers... alors je pense que l'État fera le maximum pour nous aider, mais le maximum dans les temps qui courent, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. 720 000 € sur de la DETR de l'État dans le département de Haute-Loire, c'est une somme énorme. C'est tout ce que je pense. Mais qui ne demande rien à rien, donc on demande. D'autant plus qu'il faut être clair, sur la réhabilitation de l'école primaire, il n'y a pas 56 possibilités de subvention. Voilà. Donc on aura peut-être éventuellement une aide régionale, il faut qu'on regarde. Et puis, on peut peut-être, à travers les caractéristiques du dossier, c'est-à-dire le fait que ce dossier sera un dossier de qualité et ambitieux, en particulier sur les économies d'énergie, les modes de chauffage, etc., on peut peut-être espérer, là aussi, monter un dossier avec l'ADEME ou autre pour avoir des participations financières. On ira chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Dans l'immédiat, ce que je vous propose, c'est sur ce gros dossier pour la commune d'Orec, de faire cette demande de DETR. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, je vous propose aussi qu'on fasse une seconde demande, cette fois dans le cadre du financement du pôle médical. Hein? Donc là-dessus, pour répondre à la situation récoise de nos médecins, au départ à la retraite du docteur Bonetti, on a lancé ce projet. Donc je vous rappelle qu'on a procédé à l'acquisition d'un terrain pour localiser ce projet. Que là, on a bouclé la discussion logiquement avec les médecins en présence sur Orec. Qu'on a donc un organisme, Bâtir et Loger, qui nous aide à porter ce projet avec en rez-de-chaussée ce pôle médical et en étage des logements. Que le permis est en cours d'instruction et qu'il a été déposé et étudié par la commission d'urbanisme, je ne sais plus quand, mais voilà. Hein. Donc là aussi, je vous propose qu'on demande sur ce pôle médical, pour la part qui est la part pôle médical hein, dans ce bâtiment, une subvention de la DETR. Donc là, on est sur un volume financier, on va dire, de l'ordre de 300 000 € TTC, sur lequel, là aussi, on va demander une participation pour tous les frais de maîtrise d'œuvre et une participation pour les travaux. Donc là aussi, on essaye de demander un montant de 61 768 €. C'est précis, bien que pour le moment, on soit sur des chiffres estimés et pas sur des consultations. De la même manière sur ce dossier, là on est sur une demande de DETR. Je pense que quand les critères seront définitivement arrêtés à la fois par la région et par le contrat leader, si on est éligible dans le cadre de ces critères, on fera des demandes complémentaires sur le programme leader et des demandes complémentaires à la région. Voilà. C'est pas tout à fait évident aujourd'hui, puisque au sens de la région, en ce qui concerne l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, on fait partie plutôt des secteurs considérés comme favorisés que défavorisés. Et donc, ils ont tendance à proposer des aides sur des secteurs qui sont en plus grande détresse au niveau médical que les nôtres. Mais, pour autant, on demandera. Voilà. Oui. Ouais, on a création d'un pôle médical plus 5 stationnements. Il n'y en a que 5 Il n'y a pas que 5 stationnements, mais il y a 5 stationnements qui sont, eux, rattachés aux médecins, en clair. Hein, parce qu'après, il y a du stationnement public. Ouais. Mais là, en l'occurrence, il s'agit très directement des places rattachées aux professionnels, c'est-à-dire qui vont être faites, mais qui sont attribuées, qui ne seront pas libres, qui seront nominatives. Hein, voilà. D'accord, donc ici, je comprends bien, il y a 5 médecins. Ah, pour le moment, vrai qu'à ma connaissance, il y en a 4. 5 emplacements, alors. Il y a 5 emplacements, voilà.
Le cabinet permettrait d'accueillir le 5e et le 6e médecin. Encore faut-il cette fois qu'on ait cette offre et puis qu'après on aille voir comment on complète notre offre médicale sur Aurillac. Pour le moment, il y a 4 médecins en exercice. Oui? On parle de pôle médical, ça ne concerne que les médecins. Les autres professions, infirmiers, kinés, etc., n'ont pas du tout été associés dans ce... Dans le tour de table qui a été fait avec l'ensemble des professions médicales, il y a une profession qui s'est avérée intéressée, qui a voulu participer au projet, et donc il y aura à côté des médecins un cabinet d'ostéopathes. Il y a deux ostéopathes praticiens. Sur les autres personnes qu'on avait consultées, il y avait beaucoup de gens se sont installés ces dernières années, donc ils ont des conditions, enfin, bon, pour certains des conditions répondant, on va dire, aux normes, parce qu'il y a un ascenseur, parce qu'il y a un accès, parce qu'ils ont investi dans une rampe, etc. Donc il n'y a pas eu d'autres personnes souhaitant s'associer à la nature du projet. Déjà, vous savez, c'est d'une grande fragilité sur un point, c'est qu'il faut savoir que cette proposition, je crois que ça fait une bonne dizaine d'années qu'on l'a fait. Elle avait été inspirée pour rendre à son auteur par Madame Ferrero, qui avait travaillé vraiment, et depuis longtemps. On avait eu plusieurs fois des rencontres, et on n'avait jamais réussi, où les médecins n'avaient jamais réussi à s'entendre sur la nature d'un projet. Puisque le cœur quand même du dispositif, c'est les médecins. Parce que sur Aurillac, en matière d'infirmiers, on est au numerus clausus, c'est-à-dire pour que des infirmiers nouveaux s'installent, il faut qu'il y en ait qui partent, c'est-à-dire qu'on est au plafond. En matière de kiné, il y a pas mal de propositions. Enfin, vous voyez, on a plein de corps médicaux comme ça, ou en matière d'ostéopathe, ou d'orthophoniste, ou de... Donc, on voit bien que nous, la faille s'est installée sur les médecins, en particulier avec le départ à la retraite de Michel Ronecki, hein, pour être clair. Mais sur les 10 ans précédents, les rencontres avaient toujours échoué. Entre ceux qui voulaient être locataires, ceux qui voulaient être propriétaires, ceux qui ne voyaient pas le secrétariat commun, c'est très difficile de se mettre ensemble. Faire un local, beaucoup le font. Après, y maintenir des professions médicales, c'est un autre enjeu. Et ça rate régulièrement. Là, il semblerait qu'on ait une fenêtre de tir, puisque l'ensemble des médecins sont d'accord. Voilà. Ils ont été... on a pu définir avec eux un contenu, un programme et une manière de fonctionner. Voilà. Donc on va bénéficier de cet instant pour les mettre ensemble. C'est bien, c'est une chance, à mon avis, parce que c'est sans doute la formule d'avenir. Oui. Et ça serait à peu près quelle surface? La totalité? Le cabinet médical, alors je vais parler de mémoire, donc je vais peut-être vous dire une bêtise. Hors ostéopathe, il me semble que moi j'ai un chiffre autour de 170 mètres carrés. Hors ostéopathe. Sachant que dans le projet, pour le moment, tous les cabinets, je ne sais pas comment il faut dire, enfin le cabinet c'est l'ensemble, mais tous les locaux ne sont pas attribués, et que donc on pourra faire des propositions pour des médecins arrivants. Des jeunes collègues débutants qui voudraient venir s'installer à Aurillac, ils auront le lieu. Hein, donc, ils auront le lieu, ils auront le secrétariat, ils auront l'accueil, ils auront l'organisation qui leur bénéficiera. Ce qui, a priori, aujourd'hui, quand on veut avoir de nouveaux médecins, ils viennent plutôt dans ces conditions. Pourquoi vous dites hors ostéopathe? C'est-à-dire que parce que l'ostéopathe est en plus de cette surface-là. Je sais que l'ostéopathe, le local doit faire 50 mètres carrés, donc ça fait 50 mètres carrés de plus. Donc la surface que je donnais, ça doit être la surface pour les médecins. Voilà. Ah d'accord, c'est parce que c'est pas la même nature de... D'accord. Okay. Donc j'ai fait un petit calcul rapide, sur les 170 mètres carrés de surface, si on fait 12 appartements dessus, ça fait un problème, ça fait des appartements de 14 mètres carrés. C'est pas mal. C'est un peu étroit. Ça fait étroit. Une fois qu'on a fait la salle de bain LVC... mais je vous renvoie au permis, hein. Le permis a été déposé, allez le voir, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a un premier bâtiment devant qui doit faire, si vous additionnez l'ostéopathe et tout, qui doit faire entre 250 et 300 mètres carrés de surface au sol. Et donc si vous rajoutez les étages, ça commence à faire. Et il y a un deuxième petit bâtiment au fond
qui lui doit avoir que, je ne sais plus, je parle de mémoire, un niveau, deux niveaux. Voilà. Donc au total, il y a une douzaine d'appartements associés. Et ça sera de la location? La location. Et les appartements? Et les appartements aussi? Ah, les appartements sont de la location. Et les cabinets? Les cabinets sont de la location. Les ostéopathes sont de la propriété. C'est très complexe de mettre tout le monde d'accord. Donc là, on était plutôt sur la demande de subvention. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? C'est bon? Oui. Une petite question. Je veux dire, le pôle, c'est une bonne idée, mais je veux dire, ça ne comble pas le manque à gagner d'un médecin en moins sur OREC. C'est ça le souci, c'est peut-être, ça amènera peut-être un nouveau médecin sur OREC, mais là, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, je suis quand même partie déjà depuis 1 an. Je veux dire, il y a quand même eu une place à gagner et personne. Alors, c'est très difficile de... Enfin, on est sur des professions libérales, hein, on est clair. Hein. Donc, ce qu'on peut constater, c'est juste un constat, c'est pas du tout un jugement, c'est que le départ de Mme Ferrero s'est soldé par l'arrivée de 2 médecins. Et ce qu'on peut constater, c'est un constat, c'est que le départ de M. Wronecki s'est soldé par l'arrivée de 0 médecin. Voilà. Donc c'est compliqué les professions médicales aujourd'hui. Elles sont en train de changer assez fondamentalement. Elles ont changé. Elles ne sont pas en train, elles ont changé assez fondamentalement dans leur manière d'apprécier leur travail et leur vie personnelle. Aujourd'hui, quand on dit médecin généraliste, quasiment on dit femme. À peu près partout pour les installations. Quand on dit médecin généraliste, aujourd'hui, on dit personne qui s'installe, mais qui veut avoir des horaires de travail. Pas 35 heures, mais des horaires. C'est-à-dire, c'est plus du tout les médecins qui démarraient très tôt le matin, qui finissaient très tard le soir, qui se déplaçaient la nuit, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment une évolution profonde de la profession. Et de par le manque de numerus clausus en France et la forme des études des médecins, on a peu incité les médecins sur ces vocations de généralistes et on en a trop peu formé sans doute en France pour répondre à la demande. Donc on est vraiment dans une situation où aujourd'hui, pour trouver des médecins qui viennent s'installer, faut avoir de la chance. Vous s'appelez OREC, puisque c'est arrivé, il y en a 2 qui sont venus. Mais sinon, partout ailleurs, il y a des communes qui ont été amenées à faire des recherches pour avoir leur médecin généraliste, à faire des recherches à l'étranger, sur des pays européens, africains, etc., avec tous les problèmes qu'il peut parfois y avoir à la clé, hein, dans la durée, dans le temps. C'est très compliqué. Donc si on veut demain remplacer M. Wronecki, ça passe sans doute par ce cabinet médical. Il faut être très clair. C'est-à-dire que pour que des jeunes médecins viennent s'installer, il leur faut des conditions de travail dont ils ne veulent pas assumer la charge dès le début. Ils veulent bien payer une location, mais ils ne veulent pas, bon, voilà. Et il faudra sans doute 2 médecins pour couvrir le travail que faisait Michel Wronecki. Il faut plutôt rechercher 2 médecins et plein de mais la profession évolue. Après, pourquoi des gens spontanément ne sont pas venus s'installer à Orec? Parce qu'ils s'en installent à peu près nulle part spontanément maintenant. Il y a une pénurie de médecins, même en ville. Hein. Voilà, on peut que la regretter. Hein. Donc là, le service et le regroupement du service. Et encore une fois, ça a été difficile, hein, parce que même les médecins à Orec, pour se regrouper, ils ont fallu qu'ils se mettent d'accord sur une manière de travailler et sur une manière d'être ensemble. Hein. Et jusqu'à présent, ils étaient chacun chez eux avec leurs habitudes, leur manière de faire.
Donc c'est pas si simple que ça non plus de les mettre ensemble. Là, je peux dire que moi je les remercie parce que pour la première fois, on a pu avoir plusieurs réunions, ils ont confirmé leur engagement et a priori ça va aller jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est sûr que ça pose problème. Ça pose problème pour avoir un médecin référent, ça pose problème pour trouver un médecin tard le soir. Alors il y a la maison de garde à Firminy, il y a un certain nombre de services autour de nous, mais c'est pas enthousiasmant. Avant on avait un service sur place là-dessus, donc ça c'est une profession... Alors on peut penser, comme dans toute histoire, mais ça c'est une appréciation personnelle, que les pénuries d'un jour font l'abondance du lendemain. Simplement entre les deux, il y a 7 ans d'études. Et donc après sans doute avoir pas mis assez de médecins sur le marché ou sur le marché de la médecine généraliste, on peut penser que le balancier il va partir et qu'un jour il y en aura. Parce que les analyses ont été faites, on connaît le déficit au niveau national, il y a des choses qui se réajustent, mais malheureusement la réponse n'est pas instantanée, on ne produit pas des cohortes de médecins en moins de 5, 6, 7 ans. Donc le rattrapage se fera lentement. Et je peux vous redire que quand j'en parle avec mes collègues élus, ils disent qu'on a de la chance d'être là où on est. Hein, alors, pas que nous, mais des communes un peu périphériques comme ça. Parfois il y a plus de difficultés en ville, parfois il y a plus de difficultés dans le monde rural profond. Oui. Juste donc en conclusion, si j'ai bien compris votre intervention, les 4 médecins actuels d'Oret se regroupent dans ce cabinet médical et vous prévoyez deux salles supplémentaires pour accueillir éventuellement 2 futurs médecins. Il y a au moins un cabinet de consultation supplémentaire qui, comme dans le cas par exemple de Madame Gire et Drevet, peut accueillir 2 médecins. Puisqu'en fait les gens, voilà, les gens souvent sont associés aujourd'hui. Et on peut penser que si d'autres médecins d'Orec partent à la retraite, là aussi leur remplacement ne sera pas fait par une personne mais par 2. On peut penser. Aujourd'hui les gens fonctionnent comme ça. C'est des personnes, c'est des jeunes dames, en plus elles veulent pouvoir construire leur famille, avoir leurs enfants, avoir des horaires normaux, enfin voilà, il y a tout un tas de changements qu'on ne peut que constater. Après, on peut que les constater. Hein. On est loin des récits du Renéqui père, médecin de campagne qui partait le soir et la nuit dans la neige avec son véhicule pour aller dans la ferme lointaine, etc. On a vraiment changé d'époque et de mode de vie et de fonctionnement. Ouais. Alors, sur la demande de subvention, juste une question, au niveau de l'emprunt, que vous sollicitez là, sur les 50 000 €, vous avez, je ne me souviens pas quand on a parlé de ça en commission finance, c'est à quel taux vous avez emprunté là? Alors attendez, ce que vous ne comprenez pas, M. Valère, c'est que là on est sur une demande de subvention. Ah, oui, donc en gros, on a un budget global, on demande une subvention, et le reste on dit on va le financer. Alors on dit qu'on va le financer sur fonds propres, sur emprunt, mais pour le moment, on va d'abord aller chercher d'autres subventions. Et à mon avis, pour le cabinet médical, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin non plus d'emprunter. Voyez-vous, globalement, voilà. Mais pour le moment, on est obligé de fournir un plan de financement pour qu'on nous réponde à notre demande de subvention. Voilà. Avec un coût du projet. Et une avancée du projet. Il faut qu'il soit concret, qu'il y ait déjà un permis, qu'il y ait un lieu, un terrain, etc. Les sondages sur le terrain ont d'ailleurs été attaqués, je crois, hier ou aujourd'hui. Hein. Voilà. Après, on va démolir, et puis après, bon, voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, ça pourrait faire un feuilleton annuel. On doit délibérer sur l'ouverture du magasin Casino le dimanche. On avait l'année dernière délibéré, enfin non, c'était encore cette année, c'était en début d'année. Suite à la demande de Casino, puisqu'il faut qu'on délibère pour émettre un avis. Et puis ensuite, on avait dû retirer cette délibération parce qu'en fait, Casino ne s'était pas conformé et n'avait pas demandé en temps voulu ses ouvertures. Donc en fait, il nous avait demandé, mais c'était trop tard et décalé, on avait délibéré, et du coup la préfecture nous a dit après, ah non, il faut enlever votre délibération, puisque Casino s'était trompé dans cette demande. Donc Casino nous refait, en temps et en heure, sa demande pour l'année 2017. C'est donc une demande avec des dates.
ça ne veut pas dire forcément que Casino sera ouvert à ces dates-là. Ça veut dire qu'il demande le nombre de dates d'ouverture auxquelles il a droit pour l'année 2017, en sachant, je le rappelle, que pour que ça fonctionne, il faut l'accord des salariés, il faut des salariés volontaires et avec des règles particulières de majoration de salaire, de repos compensateur, etc. Et que nous, on ne se prononce pas là-dessus, puisque ça, c'est au sein de l'entreprise que ça se mettra ou pas en place. Hein. Donc, ils nous ont demandé un calendrier de dates sur avril, juin, juillet, août et décembre, qui recoupe donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dates. Voilà. Et nous devons rendre un avis sain sur cette demande d'ouverture le dimanche. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une remarque simplement. Pour verser un élément au dossier, pour que chacun se fasse une opinion, j'ai entendu que le directeur du supermarché d'Aiguille, donc dans la région du Puy, autour du Puy, avait déclaré cette semaine que l'autorisation des grandes surfaces le dimanche n'était ni rentable ni souhaitable dans un département comme le Haut-Loire. C'est la responsabilité de ses propos. C'est le même groupe, Casino? C'est lui qui le dit. Oui, oui. Nous, en cohérence avec les précédents votes, on est hostile à l'ouverture des magasins le dimanche, mais je voulais quand même porter cet élément. D'autres questions? Donc sur cette demande, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, recrutement d'un contrat CAE. Nous avons un agent qui nous a quittés, ce qui arrive régulièrement, puisque à travers ces contrats, il se trouve qu'assez régulièrement, il y a des gens qui arrivent à se poser, à développer un projet personnel, à aller vers de la formation, à aller vers un autre emploi parfois. Et donc, ce qui vous est proposé là, c'est de remplacer un agent, alors dont on peut dire que sa sortie du dispositif est positive, puisqu'il part avec un projet, et donc pour nous de le remplacer sur le poste laissé vacant. Est-il des questions? Oui. Qu'est-ce que c'est comme agent? Quel poste? Alors, en l'occurrence, c'est nommé là-dedans, poste d'adjoint technique en contrat CAE, en laissant en remplacement du poste laissé vacant. Adjoint technique, moi ça me dit absolument rien. Je suis néophyte là, des personnels communaux, donc si vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Je suis bien, on va peut-être pas repasser les... Oui, vous pouvez vous intéresser au personnel communal, tout à fait, il n'y a pas de problème, il faut venir et puis découvrir un peu les métiers, oui, oui. On a des filières de métiers administratifs, des filières techniques, ça me semble moi assez parlant, donc je ne sais pas bien ce qu'il faut vous répondre. C'est marqué dans la note, hein. C'est marqué dans la note, mission d'hygiène et d'entretien des bâtiments communaux. Oui, mais c'est pour ça que oui, d'accord. C'est bon? Bon, y a-t-il des avis contraires? Avis contraire, oui. Ah oui. Je repose la question. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, le point suivant à l'ordre du jour est un point bien sûr assez fondamental. Il s'agit du régime indemnitaire des personnels. Et je vous propose de le retirer de l'ordre du jour. L'explication en est simple. On est censé délibérer après l'avis de la CAP, qui est la CAP du centre de gestion qui se tient au niveau départemental. Il se trouve que la CGT a organisé une manifestation et une politique, alors je ne sais pas comment il faut la qualifier, je ne la qualifie pas, mais en fait chaise vide, qui fait que cette CAP n'a pas pu se tenir. Elle n'était pas spécialement pour nous, hein, pour être clair, elle était pour nous et pour d'autres collectivités. Il faut l'avis de la CAP. Donc, n'ayant pas l'avis de la CAP,
on ne peut pas, nous, délibérer sur ce régime indemnitaire. Même si, de notre côté, on a l'accord de nos personnels, une discussion qui est terminée et un dispositif qui est calé. Pour le caler définitivement, il faudra attendre qu'il y ait eu l'avis de la CAP. Voilà. Dès que la CGT siégera. Il faut espérer que ça ne pénalisera pas nos personnels, mais moi, en l'occurrence, sinon on serait sur un point de faiblesse, c'est-à-dire que notre délibération, elle serait nulle et non advenue, elle serait rejetée. Il y a un avis préalable, ça voudrait dire qu'on passe... l'avis peut être positif, négatif, nuancé, ça ne nous empêche pas de délibérer. Par contre, il faut qu'on ait l'avis pour délibérer et qu'on puisse le porter à connaissance. Or là, je ne peux pas le porter à connaissance, l'avis n'est pas pris. Donc, ce point est retiré de l'ordre du jour. Pour autant, vous avez pu en faire la lecture, et voilà. On le remettra à l'identique la prochaine fois. Alors, renouvellement. Ça ne peut pas être à l'identique. Comment? Pardon? C'est à l'identique, les dates ne sont pas correctes. Alors, on changera les dates. Je vous remercie de la suggestion. Voilà. Alors, ensuite, on a un contrat avec le Centre de gestion de l'emploi sur hygiène, prévention, sécurité au travail. On avait pris ce contrat déjà l'année dernière. Hein. On vous propose de le renouveler cette année. Ça nous permet d'avoir, pour la somme de 1050 €, un expert qui vient. Nous, on est sur un petit nombre d'employés. Donc, on a quelqu'un qui vient de l'extérieur avec les compétences nécessaires. Et c'est plus pertinent par rapport au travail de nos agents et au lieu de travail. Hein. Il a une meilleure référence pour bien connaître l'ensemble des textes, des normes, de tout ce qu'on doit respecter. Voilà. Donc, en utilisant cette personne, c'est plus efficace à la fois pour nous-mêmes et pour nos agents. Donc, ce que je vous propose, c'est d'approuver la convention avec le Centre départemental de gestion des personnels communaux pour la période de 2017 à 2020. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Dans les affaires financières, une délibération classique. On vous demande de délibérer sur les ouvertures de crédits budgétaires pour l'année 2017, de manière à ce qu'on puisse fonctionner sur les budgets d'investissement sur le premier trimestre. On va voter le budget à la fin du premier trimestre. Pour autant, dès janvier, février, mars, il y a des factures qui arrivent. Il faut pouvoir les honorer. Et pour cela, il faut qu'on mette en place des sommes. Ces sommes, elles sont mises en place de manière très simple. On a pris les inscriptions 2016 et on a inscrit un quart de ces inscriptions. Voilà. Ce qui fait un montant total de, je ne sais pas. Voilà. Donc on l'inscrit sur chaque budget, budget général de la commune, le budget de l'eau, le budget de l'assainissement, le budget du camping et de la restauration scolaire. Ça fait des sommes, parfois des sommes faibles, hein, mais elles nous sont indispensables pour pouvoir fonctionner sur ce premier trimestre de l'année. Donc, je vous demande de prendre acte de ces propositions d'autorisation de dépenses et de autoriser la mise en œuvre. Et donc d'autoriser le maire, bien sûr, à signer l'ensemble des documents nécessaires à leur mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Vous vous abstenez sur une avance sur le budget? Oui. C'est juste pas lui qui s'abstient. Il y a parfois des grands mystères. C'est juste une facilité comptable, hein, Oui. D'accord, ok. Bon, tout va bien. Alors, subvention d'exploitation à l'association Au Fil de l'Eau, Charlotte Cocagne. Je vous rappelle que nous avions décidé, lors du vote de notre budget, d'inscrire un crédit de 10 000 €.
nous l'avions inscrit au chapitre 60 623. Pour être plus précis et plus clair, ça concernait l'alimentation. Et nous l'avions inscrit dans une volonté de dire que nous souhaitions ne plus subventionner l'association, mais continuer bien sûr à être présent de manière active et positive, pour des sommes équivalentes à ce qu'on mettait avant, mais cette fois en achat de produits. Je vous rappelle aussi qu'on avait dit à l'association Au Fil de l'Eau qu'on achèterait toute surproduction à tout moment de l'année pour leur rendre service et qu'on en ferait le meilleur usage possible, que ce soit à travers nos cantines, que ce soit à travers, je sais pas, la banque alimentaire, que ce soit à travers d'autres usages. Et que donc on était conscient qu'ils avaient des contraintes de production, mais que donc nous on voulait bien gommer les pointes, c'est-à-dire leur acheter la production quand ils en avaient beaucoup, et comme ça leur rendre service. Bon. On a pu acheter, je crois, en tout et pour 180 € de légumes sur l'année. Voilà. On avait pris un autre engagement qui était comme on l'avait fait les années précédentes, de leur fournir des travaux pouvant être accomplis par les personnes en insertion. À ce titre-là, ils ont participé au chantier de la route départementale pour un montant proche de 4 000 € sur des prestations, comme on l'avait fait l'année d'avant sur un autre chantier. Enfin, on l'a fait sur plusieurs chantiers chaque année. Voilà. Donc on arrive à la fin de l'année, on n'a rien consommé de ces sommes. Au Fil de l'Eau a beaucoup de mal à boucler son année. Donc je vous propose que nous transformions ces 10 000 € en 10 000 € de subvention, dans l'esprit de les aider à boucler cette fin d'année. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une remarque. Des informations que vous avez données en commission des finances nous laissent quelques doutes quant à la pérennité de cette association, son activité sur le secteur. J'ajoute qu'en conseil communautaire, un de nos conseillers départementaux, en l'occurrence M. Tonson, a souligné qu'il serait peut-être pertinent de réfléchir à l'organisation du travail de cette association, qui est sur 2 secteurs, en l'occurrence Monistrol et Auray. Il a posé la question. J'ai même entendu une élue de Saint-Just déclarer trop de social, tue de social. Alors c'est une position que nous rejoignons, mais on aimerait savoir quelle est la position de notre conseillère départementale, Mme Tessier, qui semblerait qu'il y ait des désaccords entre les 2 membres du binôme sur ce sujet. Alors, je suis admiratif sur votre capacité à répéter ce que vous entendez, M. Chénier. Moins admiratif sur votre participation dans les commissions où on ne vous entend jamais. Je vous pose une question précise par rapport à ce que vous avez déclaré. Je vous réponds. C'est-à-dire vous avez une faculté à reprendre ce que vous avez entendu 2 jours avant, c'est bien. Oui. Vous ne comprenez pas forcément intégralement tout, mais c'est normal, puisque vous n'y travaillez pas. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas la même qualité d'expression, parce qu'on vous entend parfois en public. Par contre, on ne vous entend jamais dans aucune commission. Mais jamais, hein. Jamais. Et ça, si vous pouvez nous contredire là-dessus, ça m'intéresserait, parce qu'en fait, on ne vous entend pas. Par rapport aux informations que vous avez données, donc sur Au Fil de l'Eau. Plutôt que de la polémique, monsieur le maire. Mais je vois que ça vous gêne un peu de répondre. Attendez, c'est pas de la polémique, puis ça ne me gêne pas, ça c'est votre expression aussi quotidienne. Chaque fois que vous me parlez, vous avez le sentiment que je suis gêné. C'est pas de la polémique, c'est juste pour dire, parce que comme nos collègues n'assistent pas ni à la commission des finances, ni au CCAS, par exemple, vous n'étiez pas cet après-midi, ni à d'autres commissions où vous assistez, ni à d'autres travaux, ils ne peuvent pas savoir que le monsieur Chénier qui s'exprime en public ne dit jamais un mot quand on bosse. On ne l'entend jamais. Premièrement, c'est faux. Peut-être que vos apports nous aideraient. La réunion de la commission des finances a duré 10 minutes, monsieur le maire. Ça, il faut peut-être aussi que les Aurécois en soient informés. Comment voulez-vous? Donc en 10 minutes, il est compliqué de vous poser des questions qui durent des... Et comment voulez-vous qu'on meuble vos silences? C'est comment voulez-vous qu'on meuble vos silences? On est obligé de vous raconter des choses qu'on raconte ce soir ici, et vous ne dites rien. Des questions en levée de réunion. Rien. Je vous pose une question par rapport aux éléments que vous nous avez donnés. J'attends une réponse.
Vous avez posé plusieurs questions et vous avez parlé pour beaucoup de gens. Non, j'ai pas parlé pour beaucoup de gens, j'ai rappelé sur au fil de C'est l'eau. possible que M. Chenet n'intervienne pas toujours à interrompre, parce que moi, je suis sourd, mais quand il parle à nous, En même temps. j'entends vraiment plus rien. Mais je suis quand même content, Alors, je suis peut-être pas tout à fait le seul. Sur au fil de Laissez l'eau. parler le maire, je vous en prie. Sur au fil de l'eau. Voilà donc une aventure qui a démarré en 2012 environ. 2011-2012. Et où les jardins ont effectivement démarré en 2013. Alors, le sujet c'est l'insertion. Bien avoir ça en tête, le sujet c'est l'insertion. Il faut se rappeler quelques petites choses simples. Au jour où on est, donc je parle sous contrôle à la fois de Florence et puis de Sébastien s'ils veulent rajouter des choses, il y a donc plus de 50 personnes qui ont bénéficié de ces contrats d'insertion. Sur ces plus de 50 personnes, il y en a à ma connaissance 24 ou un nombre comme ça qui sont de Loire-Semaine. Et si on veut être encore plus précis, je pense qu'il y en a 13 qui sont d'Orec. Ça, c'est des nombres. Après, si on s'intéresse au destin de ces personnes, il semblerait globalement qu'il y ait eu en gros, on va dire, à 45% de sorties positives. On appelle une sortie positive, c'est des gens qui, ayant quitté le dispositif d'insertion, se sont retrouvés dans un contrat de travail. Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, etc. Il faut regarder dans quel état ils étaient rentrés dans l'insertion. Donc il y a un premier point sur lequel il faut tout de suite apporter un éclaircissement, comme j'ai essayé de le faire à la communauté de communes, c'est que ces dispositifs me semblent nécessaires, utiles et efficaces en ce qui concerne le destin de ces personnes. On pourrait rapprocher ces chiffres du coût de ces personnes s'ils avaient été à l'extérieur de ce dispositif. Et on s'apercevrait que dans ce dispositif, non seulement on les a remis debout pour une partie d'entre eux, mais ils ont coûté nettement moins cher à la société de manière globale, à travers ce dispositif. Donc, on peut se réjouir que ce projet d'insertion sur le secteur est du département ait pu naître et accompagner ces 50 personnes. Et on peut espérer que ça continue. Parce qu'en gros, toutes les études montrent les données d'emploi. Il y avait encore une réunion en préfecture auquel j'étais présent et associé ce mercredi. On a besoin, sur notre secteur, d'un volet d'insertion, sans doute annuellement d'une quinzaine ou d'une vingtaine de postes, parmi d'autres dispositifs. Par exemple, on a constaté cette semaine que toutes les statistiques de l'emploi s'amélioraient sur le département de la Haute-Loire. Puis après, on a parlé des contrats aidés. Puis après, bon. Mais donc, le dispositif d'insertion, il est indispensable. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Je souhaite qu'elle soit très claire. C'est-à-dire que si on perd au fil de l'eau, on sera condamné collectivement, sans doute, à réfléchir à la manière dont on accompagnera ces personnes-là. Et moi, je peux vous dire que sans doute certains d'entre vous peuvent mettre des visages et des noms sur les personnes d'Orec, de par leur expérience, leur qualification, et qu'il y a des choses étonnantes, et que ça permet quand même à des gens de retrouver une trajectoire. Voilà. Sur la deuxième partie, c'est où en est le fil de l'eau aujourd'hui. Un des administrateurs d'Orec a présenté sa démission cette semaine. Parce qu'il est inquiet sur les dernières décisions prises, et il lui semble que dans les difficultés que vit déjà au fil de l'eau, les décisions vont peut-être pas dans le bon sens. Vous voyez, moi je suis prudent parce qu'on ne va pas s'immiscer à l'intérieur de au fil de l'eau. C'est une gestion associative, avec des gens qui ont mis des heures, des gens qui souvent sont déjà des gens très engagés par ailleurs, dans divers lieux. Donc il faut aussi qu'on ait du respect pour tous ces gens-là et tout le temps qu'ils y ont consacré. Mais oui, on peut être inquiet. Premier signe d'inquiétude, il est simple, c'est qu'on voit que cette année, et donc je l'ai dit, on n'a pas pu produire pour nous 10 000 euros de légumes. Est-ce que ça veut dire que demain ils n'y arriveront pas? J'en sais rien, mais cette année ils n'ont pas pu. Et que quelque part en fin d'année, il faut refaire un tour de table pour retrouver autour de 60 000 euros de subvention. Voilà.
Donc oui, on peut être inquiet. Après, on pourrait inviter les collectivités en charge directe de l'insertion, le 3e chapitre, à se positionner vis-à-vis de ces associations pour leur donner une lisibilité sur 3 ans, par exemple. Qu'elle n'ait pas chaque année à refaire la course d'obstacles, de rechercher en permanence les financements liés à l'insertion. Mais qu'on leur donne la lisibilité, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas parler de rentabilité quand on parle d'emploi d'insertion. Il y a forcément donc un équilibre budgétaire à trouver. Voilà. Pour ce qui est du rôle de la commune d'Aurec, moi j'ai une formule que j'emploie quelquefois, je pense qu'on a fait notre part. Et donc ça aussi je tiens à le dire, parce qu'on a été présent avant la naissance de cette association. Et on a aidé financièrement pour qu'elle naisse. On a été présent au long des années, depuis 3 ans, 4 ans, ça va être la 4e année, 5e année de subvention. On a donc consacré de l'argent qu'on n'a pas à regretter, parce que quelque part, si on le rapporte, même à l'insertion qui s'est fait sur Aurec, il n'est pas si mauvais le rapport que ça. Donc on a accompagné, on a tenu nos obligations. On a tenu les engagements financiers et moraux qu'on avait pris dès le début. On a aussi mis à disposition des lieux, terrains, villas, et contrairement aux sites qu'ils occupent, on les a mis, sur Monistrol, on les a mis gratuitement. Là où d'autres ont demandé des loyers. Donc nous, on a fourni un lieu, des terres et une aide budgétaire. Et dès le début, on avait bien indiqué, c'était la décision qu'on avait prise collectivement, que ça avait un temps. Et qu'au bout de ce temps, notre subvention se transformerait en achat de travail. Puisque c'est le but de l'insertion, c'est de faire travailler des gens. Donc, on voulait acheter du travail, de la production. Voilà. Donc, je suis désolé aujourd'hui de vous proposer de faire cette exception, c'est-à-dire de dire, ce travail, on n'a pas pu l'acheter cette année, c'est 10 000, donc on les met en subvention. Je suis désolé, parce que c'est pas ce qu'on s'était dit, c'est pas ce qu'on voulait faire. Et en même temps, je pense qu'il faut donner la chance à ceux qui ont mené cette aventure, éventuellement, d'apporter les rectifications nécessaires, d'avoir un dialogue avec la région, avec le département, avec les grands donneurs d'ordre, et de voir comment on aura demain des emplois d'insertion sur notre territoire. Sébastien, est-ce que tu veux éventuellement... Sur ce que tu as dit, c'est tout à fait le cas, donc il faut voir ça sur la longueur. Après, au sein du conseil d'administration de l'association, il y a des prises de position qui sont nécessaires pour stabiliser en fait le fonctionnement actuel et l'optimiser. C'est-à-dire que l'association, elle ne s'est pas montée du jour au lendemain avec 15 emplois en insertion, 15 ouvriers. Ça se fait progressivement, il est monté en charge. Et elle a été calibrée pour accueillir 15 salariés. Ce qui va être le cas à partir de la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Ce qui veut dire que le personnel d'encadrement qui a été recruté dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans en fait, d'exploitation, la 3e année était compliquée parce qu'il fallait qu'ils montent en charge au niveau des prestations. Et puis ils ont eu des critères en fait, d'attribution de certaines aides, notamment le FSE, le Fonds de solidarité européen, qui ont été revus et qui ont compliqué leur tâche en fait, pour pouvoir maintenir leur budget dans les limites qu'ils avaient au départ. Donc ça, c'est des contraintes qu'ils n'avaient pas envisagées, qu'ils ne pouvaient pas envisager, très clairement. C'est des règles du jeu financier qui ont évolué en fait en cours d'exercice entre l'année dernière et cette année et qui ont créé des contraintes supplémentaires pour boucler l'exercice de cette année. Donc c'est clair qu'ils sont à un seuil, on va dire à un cap. Il faut qu'ils arrivent à consolider leur budget pour l'année prochaine. Au niveau du conseil d'administration, il y a un plan de développement qui a été approuvé, donc qui a été présenté hier, qui a été approuvé par le conseil, qui comprend à la fois en fait, un plan d'économie sur les charges de fonctionnement particuliers, mais c'est un plan de développement avant tout, donc il y a également en fait, le confortement de certaines installations, puisqu'il faut qu'ils augmentent leur productivité sur les terrains qu'ils exploitent déjà. Il faut également qu'ils trouvent, et ça on leur fournit des éléments du foncier supplémentaire pour pouvoir se développer et avoir plus de production.
Et puis il faut également qu'ils puissent encore investir un petit peu, notamment sur des serres, pour pouvoir assurer de la production sur une partie plus grande de l'année. Chose qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, et ils se retrouvent à certaines périodes à devoir acheter des légumes en fait, pour pouvoir compléter les paniers pour certaines prestations. Donc ça c'est tout un ensemble en fait de contraintes qui vont peut-être pouvoir relever, on l'espère, à partir de l'année prochaine, puisqu'ils ont atteint en fait leur fonctionnement optimal. Voilà, c'est ce que je voulais dire en plus. Je peux juste rajouter qu'on avait une réunion technique cet après-midi avec des techniciens du département, avec les CIP, les personnes qui encadrent les personnels en insertion, avec la directrice, des élus. Il y a tout un panel de pistes qui sont proposées pour passer ce cap, parce que c'est vraiment un passage de cap à faire. Avec du développement supplémentaire, avec des prestations qui pourront fournir l'année prochaine, avec un rendement supplémentaire. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment plein de pistes et beaucoup de gens se préoccupent de ça. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il faut aider ce chantier à passer ce mauvais cap, parce que du coup, la conjoncture n'a pas été favorable, comme tu leur as dit. Ils ont peu de temps d'existence, donc pas le temps de mettre un peu un matelas de côté, j'allais dire. Le FSE les a aussi pas mal embêtés là-dessus, puisqu'ils sont arrivés en plein milieu de changement du FSE. Donc c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'ils reçoivent, mais un an après, enfin voilà, même si le département a abondé en avance, ça a été très compliqué à passer. Je rappelle qu'ils ont de très bons résultats en insertion et c'est quand même leur cœur de métier. Voilà, donc juste pour rappeler. Monsieur le maire, juste une petite question. Est-ce que vous pouvez rappeler la position de la communauté de communes sur ce ferrage? Donc moi, je suis d'accord pour ce travail de réinsertion, c'est très bien. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'apparemment, ils ont mis la charrue dans les bœufs, ils ont vendu plus qu'ils ont produit, qu'ils devaient produire. C'est pour ça qu'il leur manque un peu de la qualité, la quantité. Est-ce que ça va être chaque année qu'on va remettre les aider? Est-ce qu'on peut se permettre de les mettre chaque année la même chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi peut-être à la plus technique des gens de la commune de Rennes, peut-être qui... Un appui technique sur la production de légumes bio? Non, mais vu qu'on produit des fleurs, pourquoi ils ne produiraient pas des fleurs aussi? Je ne sais pas, si on a des serres et que on travaille bien avec nos serres, pourquoi on ne pourrait pas, pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires? Ils ont des projets de plantes médicinales et il y a plein de projets. Le tout, c'est de pouvoir leur laisser le temps, parce que ça ne se passe pas en 5 minutes. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça, des plantes aromatiques et médicinales. Voilà, il y a vraiment deux compétences spécifiques. L'une, c'est l'insertion. C'est un vrai volet, avec une vraie technicité, c'est-à-dire que c'est pas des trucs qui s'improvisent, c'est pas simplement être sympa avec les gens, volet insertion. C'est beaucoup plus lourd que ça, pour remettre des gens au boulot, pour les remettre dans le cadre d'une personne banale comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils aient des papiers, qu'ils soient inscrits à la Sécu, qu'ils aient les formations nécessaires s'ils ont besoin de formation sur un certain nombre de points, qu'on puisse soigner un certain nombre de maladies. C'est souvent des gens, par exemple, ça va vous paraître curieux, mais pas curieux, non, mais qui ont des problèmes dentaires, qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes. Donc l'insertion, c'est tout un travail autour de l'individu pour lui rendre sa dignité et le remettre dans un état de combativité, si on va dire. Et puis il y a une deuxième tranche qui est totalement en fonction du choix fait par l'insertion, mais qui ne peut représenter que 30% du financement maxi. C'est l'aspect de ce qu'ils fabriquent, du commercial. Là, il y a des gens qui choisissent, coup de pouce à l'emploi, de vendre des prestations pour entretenir des chemins, nettoyer, etc. Il y a d'autres personnes qui se basent plus sur les travaux ménagers, le repassage, la couture, etc. Eux, ils ont choisi un créneau assez exigeant, de mon point de vue. C'est non seulement de faire des légumes, mais c'est de faire des légumes bio. Et donc, c'est beaucoup d'ambition à la fois. Mais ils ont des gens qualifiés. Donc, moi, je ne sais pas dire. Je ne crois pas qu'on puisse beaucoup les aider là-dessus. Alors, sur le deuxième aspect de votre question, moi, la réponse, elle est claire. On avait contractualisé pour que ça démarre. Et on a rempli notre contrat. Et donc, ce que je vous avais proposé cette année, et ce qu'on avait approuvé,
c'est de passer maintenant à un temps où on achetait de la prestation. Il se trouve qu'on n'est pas dans le timing. C'est-à-dire que visiblement, ils n'en sont pas encore vraiment à pouvoir nous vendre de la prestation. Et ils en sont encore à devoir avoir des subventions à la place de la prestation. Moi, je redis que je souhaite que ça s'arrête. Et en même temps, je ne souhaite pas que le travail d'insertion s'arrête. Dans la vie est faite de contradictions. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont un bel apport sur l'insertion. Et il ne faudrait pas, par une décision hâtive, qu'on soit les instruments d'une fermeture, d'une difficulté, alors qu'on avait inscrit ces 10 000 dans notre budget, c'était notre volonté dès le début de l'année, et qu'on ne les a pas dépensés. Donc on n'a pas les légumes en contrepartie, mais c'était pas ça, c'est pas les légumes que je regretterais. C'est le fait que nous, les 10 000, c'était pour acheter du travail. Et donc, je crois qu'il faut s'en tenir là, c'est-à-dire se dire qu'on va essayer cette fois encore de les aider, tout du moins c'est ce que j'essaye de vous proposer, après en avoir discuté avec ceux qui suivent, hein, donc en accord avec Florence, en accord avec Sébastien, et puis on a discuté, mais oui, dès l'année prochaine, c'est de la prestation qu'on souhaite, il faut qu'on réfléchisse. Quitte à ce que si ils ne peuvent pas encore sur les légumes, on trouve dans nos chantiers une manière de les employer en tant que main-d'œuvre, mais il faut qu'on trouve de la prestation. Parce que l'objectif, c'est bien de rendre de la dignité par le travail et pas par la subvention. Et nous, ce n'est pas notre compétence. On a une compétence générale qui nous permet d'intervenir là-dedans, mais ce n'est pas le cœur de notre compétence, mairie. Hein? Donc, et si certains trouvent qu'on ne fait pas assez, eh ben moi je trouve qu'on fait assez et qu'on a fait notre part. Et si certains trouvent qu'on fait trop, eh ben moi je trouve qu'on fait assez et qu'on a fait notre part. Mais c'est une histoire de juste équilibre. Hein, moi, voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la position de la communauté de communes? Ben non, j'en suis pas spécialement chargé, mais vous y étiez. C'est clair, la communauté de communes a refusé, enfin le président a refusé une nouvelle subvention. Ah ouais. Ah oui. Si je peux intervenir, c'est quand même drôle que M. Chenet te pose la question. Il a dû oublier ce qui s'était passé. Je demande à M. le maire de le dire. Est-ce que M. Chenet, vous allez, une bonne fois pour toutes, laisser exprimer les gens? Allez-y. Ça fait la 3e fois, M. Chenet, Allez-y. que j'interviens. Merci, M. Chenet. C'est quand même assez drôle cette amnésie sélective de notre collègue M. Chenet, parce que moi j'aimerais aussi lui demander quel a été, ou qui nous résume, parce qu'on ne va pas passer la soirée comme ça, qui nous résume d'une manière très synthétique ses propos à la communauté de communes. Sur ce sujet et sur les autres. Mais d'une manière générale, j'aimerais bien qu'il nous dise combien il a été présent et qu'il nous dise, qu'il nous fasse partager effectivement tout son apport dans le débat de la communauté de communes. Monsieur le maire souhaite parler au nom de la communauté de communes, comme j'ai pu comprendre tout à l'heure. Vous ne voyez pas que je m'exprime au nom des élus qui faisaient partie de cette assemblée. Je n'ai pas dit que je voulais parler. C'est ce que vous avez dit. Non, mais vous avez laissé entendre que je m'exprimais au nom des autres élus. Vous êtes dans la confusion mentale. Moi, je ne vous ai rien dit. Ici, je suis maire d'Aurec, on est à Aurec, avec le conseil d'Aurec. Parler au nom d'autres élus tout à l'heure. Si j'ai bien compris vos propos. Ou alors, je les interprète mal, c'est possible. C'est ça, je crois que vous ne comprenez pas grand-chose. Non, vous m'avez reproché d'avoir parlé au nom des autres. Ça, c'est non. Alors, je vous pose la question de savoir simplement quelle est la position de l'exécutif de la communauté de communes. Mais écoutez, M. Chenet, ce qui serait intéressant, c'est que vous soyez capable de l'expliquer. Je vous pose une question. Ah bon? Parce que vous êtes quand même conseiller communautaire. Je constate simplement que est-ce que vous êtes votre capable? position en tant que maire n'est pas la même. Ah ben ça m'étonnerait, parce qu'à ce moment-là, c'est que vous ne m'avez pas écouté non plus à la communauté de communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la position de la communauté de communes, M. Chenet? Le président a été saisi d'une demande de subvention et il a expliqué qu'il ne souhaitait pas accorder cette subvention. Très clairement. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ah oui. Bah, vous ratez beaucoup de chapitres, non, mais vous devez faire plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas mais rentrez dans le détail, rentrez dans le détail. Je ne suis pas le porte-parole de M. Giraudet. Ah mais moi non plus. Simplement mais rentrez dans le détail. On verra si vous avez vraiment compris. Si vous avez vraiment compris ce que la communauté a proposé cette année. Parce que ce que vous dites, c'est le résumé d'hier, c'est pas la position de la communauté de communes, qui a été beaucoup plus complexe et qui a inscrit des sommes au budget en début d'année, qui a fait des propositions au fil de l'eau, et vous ignorez tout ça. Donc vous parlez régulièrement de choses que vous ignorez. Bon. C'est extraordinaire. Oui. J'affirme, nous en avons parlé, débattu, en commission des finances. Bien sûr. Il me semble que cette commission des finances,
un certain nombre de nos collègues, dont M. Chenet. On en a parlé pendant 1 minute 30, si vous concentrez. Et vous me recoupez la parole. Alors, M. Chenet, pour bien marquer, moi je n'interviendrai plus dans ce conseil tant que, effectivement, il ne sera pas possible de s'exprimer d'une façon normale. Ce soir, je n'interviens plus parce que Chenet, écoutez, c'est impossible de pouvoir s'exprimer avec lui. Je vous Non, mais c'est vous pas avez- dire des contre-vérités, c'est tout. Mais non, mais, M. Chenet, avec tout le plaisir que j'ai de vous avoir à cette table, je ne comprends pas. Vous ne vous êtes pas mêlé d'évoquer, de faire une phrase, de dire 3 mots sur ce sujet, ni en commission. On en a parlé 1 minute 30. Mais parce que vous n'avez pas parlé, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas parler tout seul pendant des heures. Regardez là, enfin bon. Vous n'avez rien dit à la commission, mais rien, zéro. Et vous n'avez rien dit à la communauté de communes, rien, zéro. La commission ne sert pas à délibérer, elle sert à donner des informations aux élus. Très bien, mais à la communauté de communes, vous avez eu un silence éloquent. Vous avez donné des informations bien brèves sur le sujet. Eh bien, à la communauté de communes, vous avez été d'un silence éloquent. Ah, j'étais d'accord avec un certain nombre d'interventions, mais pas la vôtre, Enfin, vous avez surtout été d'un silence consternant, si vous me perdez, parce que j'ai évoquant, mais consternant. En ce qui concerne la position de la communauté de communes, elle est un tout petit peu plus compliquée que ce que vous exprimez, parce que sinon ça ne serait pas rendre à César ce qui appartient à César. La communauté de communes avait inscrit elle-même, et dans les mêmes conditions que nous, à son budget, une somme équivalente à la nôtre pour acheter des légumes. Et elle a rencontré les mêmes difficultés, elle n'a pas pu acheter de légumes. Elle n'a pas trouvé, d'une manière ou d'une autre, de moyen d'acheter des légumes. Et la communauté de communes a réfléchi et fait des propositions au fil de l'eau sur des manières de couvrir de l'investissement. Elle a ouvert des pistes et elle a pris des responsabilités en inscrivant au fonds d'intervention qu'elle a mis en place pour les commerçants et les artisans la possibilité que ces fonds d'intervention bénéficient à l'économie solidaire, à l'insertion. Donc la communauté de communes a été active, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a été active, elle a inscrit les mêmes sommes que nous au départ, elle a fait des propositions pour suivre en matière d'équipement, et par contre, le président n'a pas estimé nécessaire de revenir là-dessus. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un lui l'a demandé, c'était une question de conseiller communautaire, il y a répondu, voilà. Fin et acte. Par contre, vous posez des questions, mais je suis navré de devoir vous expliquer des choses que vous devriez savoir si vous travaillez un peu. Monsieur Valère, vous répondez à la question. Monsieur Valère, oui, nous on va intervenir, on va voter pour naturellement. Par contre, pour être... non, mais c'est clair, c'est rien. Le débat qu'il y a ce soir met en avant le malaise que posent ces subventions à ces associations dont on maîtrise mal ce qui se passe, qu'il y ait autant d'écart. Comment se fait-il qu'au bout de 12 mois, parce qu'effectivement sur le mois de janvier, quand on en avait parlé dans cette assemblée, comment se fait-il qu'au bout de 12 mois, cette association ne tienne pas la possibilité de réaliser, quoi. Comment se fait-il que déjà au bout de 6 mois, la sonnette d'alarme n'a-t-elle pas été tirée, quoi. Donc nous on va voter pour, parce qu'on a bien compris votre idée, le tout c'est pas de les enfoncer. Maintenant c'est qu'à force de dire tous ces gens-là, on n'aide pas les autres, ils peuvent être eux aussi forcément ont besoin. Quoi. Donc ça met en avant quand même un problème de fond qu'on trouve dans notre société, ici en France et peut-être même en Occident en général. Mais à un moment donné il va falloir arrêter, parce qu'on ne peut pas tout le temps donner. Si vous avez fait un marché avec eux, vous tenez votre engagement, ils ne le tiennent pas, on ne peut pas le faire ça 50 fois. Quoi. Voilà, c'est ça notre position. Alors là aussi, je ne peux pas, donc je vous remercie. C'est pas une question, hein. C'est une position. Non, mais c'est une position claire. Si vous voulez, ce que je peux apporter, mais c'est un peu délicat, mais Sébastien le peut aussi, puisqu'il assiste au conseil d'administration. Il y a sans doute plusieurs types de responsabilités. Et il y en a une, moi, qui m'irrite, c'est la complexité de l'obtention des supports financiers de leur part. C'est-à-dire qu'une association comme ça, qui est montée pour faire de l'insertion, elle se monte parce qu'elle a des agréments, elle a des accords. Et donc les gens lui disent, ok, on vous ouvre 9 postes d'insertion. Et derrière ces agréments et ces accords, les collectivités qui en sont responsables, ça déclenche normalement des financements, y compris, on a parlé du FSE, des financements européens. Et moi je trouve que ce qu'on ne peut pas leur reprocher à eux, parce que tous les dispositifs d'insertion aujourd'hui souffrent, c'est qu'il n'y ait pas des règles claires, stables pendant 3 ans,
avec lesquels ils puissent travailler. Parce que là, au moins, ça serait clair. On leur dirait, voilà, sur 3 ans, vous avez dit ça, année 1, temps, année 2, temps, année 3, temps. C'est ce qu'on a fait, nous, pour les subventions. Et s'ils avaient cette lisibilité, là, on pourrait leur dire, attendez, vous avez été éventuellement mauvais gestionnaire. Mais quand en permanence la règle change face à eux, et que d'un coup on leur dit ça on le prend plus, ça faut le financer comme ça truc, ça machin, les gens finalement dépensent une énergie énorme alors qu'ils devraient le consacrer à l'insertion. Ils dépensent une énergie énorme pour comprendre le mécanisme financier qu'ils ont en face d'eux. Voilà. Oui, ce qu'on peut dire, c'est au jour où on est aujourd'hui, de la société, enfin. au jour d'aujourd'hui, il faut espérer que dans l'année, les grands donneurs d'ordre, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les règles étaient différentes, clarifieront leurs projets et leurs règles, et on peut leur laisser le temps, c'est normal, c'est de nouvelles équipes, mais qui clarifieront leurs projets et qui seront clairs sur ce que peuvent attendre ces entreprises d'insertion. Le département a une vision assez claire, il faut que la région ait aussi cette vision claire dans cette nouvelle région. Vous savez, si cette année, le fil de l'eau avait vu s'appliquer à sa gestion les aides fournies en Rhône-Alpes, vous n'aurez pas eu de difficulté. On ne parlerait même pas de boucler la somme à la fin de l'année. Voilà. Donc maintenant, que vont devenir ces aides qui étaient, je ne sais pas, on va dire plus souples ou plus dans la région là, qu'est-ce qu'elles vont devenir demain? On va écrire 2017. Voilà. L'intérêt de ce débat, il est profondément du fait qu'on est en train de parler de personnes dont je vous certifie qu'un certain nombre d'entre elles se sont vraiment réinsérées à travers ce passage au fil de l'eau. Et donc, il ne faut pas oublier de dire merci, même si derrière, après, c'est très très compliqué. Hein, parce que finalement, si c'était simple, il n'y aurait sans doute pas besoin de toutes ces filières de réinsertion. Oui, vas-y. Oui. Je te remercie et puis te féliciter pour ton intervention à la communauté de communes. Elle était humaine, elle était solidaire. Et puis je veux dire que dans cette affaire, il y a une énorme confusion. L'énorme confusion entre deux métiers, entre celui de produire des choux et des salades et celui de former et de réinsérer des cabossés de la vie. Alors, dans cette affaire, si on veut que les vaches soient bien gardées, il faut que tout le monde fasse bien son métier, c'est ce que j'ai dit, marier la communauté de communes, et que chacun assume pleinement sa compétence. On a fait peut-être pas le tour du sujet parce qu'il reviendra. Donc je vous propose, bien que ce ne soit pas ce qu'on avait décidé en début d'année, que nous transformions nos 10 000 € de produits d'alimentation en subventions directes au fil de l'eau. Y a-t-il des aides? Juste une question, est-ce que cette subvention va être au compte ou pas? C'est vous qui en déciderez l'année prochaine. Si vous me demandez à moi, je souhaite qu'on revienne à notre sentiment initial qui est d'acheter de la prestation et de la travail. Voilà. Moi, ça, c'est mon sentiment. Mais donc, il n'y a pas d'engagement. Le seul engagement, c'est le transfert des 10 000 € de l'alimentation à la subvention, à budget égal, puisqu'on est dans le respect de notre budget initial, non seulement pour ces 10 000 €, mais pour tout le reste. Là-dessus, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, en symétrie avec cette décision, nous avons donc une décision modificative à faire, puisqu'en fait strictement, je vous le redis, on prend les 10 000 € aux 60 623 alimentation, pour les mettre au chapitre 11 et aux 65 744 subventions à vocation sociale. Donc, je vous propose cette décision modificative. Là-dessus, des questions, je ne pense pas, mais y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On a une affaire foncière importante. Lors de notre visite sur le terrain, on a eu une demande pour nommer une voie à la sortie du village de Nurol. Et sur proposition des riverains présents, ils nous ont proposé le nom de chemin Fleury. Sachant que Fleury n'est pas un nom propre, puisqu'on ne met pas des noms de personnes,
On vous propose donc de nommer cette voie chemin Fleury. Qui c'est qui a fait le choix? On a croisé ce jour-là 2-3 riverains de cette rue et ils nous ont fort gentiment proposé ce nom. Il s'appelait comment, ce chemin? Il s'appelait pas. Il s'appelait pas. Et donc il s'appelait à Durolle. C'est un petit chemin qui monte à Durolle. Voilà. Petit chemin charmant. Et on va mettre une plaque, donc vous le trouverez facilement après. Donc là-dessus, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Très bien. Qui effectivement dénote bien la Donc, connaissance du celui-là, il est communal du coup, ce chemin. Ah oui, il est communal, oui, c'est un chemin communal, oui, oui. Bien sûr. C'est le chemin Fleury. Il est connu. À partir de ce soir, il est connu. Je me propose juste, je vous fais un petit insert là, pour vous dire qu'on va initialiser durant l'année 2017 le travail d'adressage de l'ensemble d'OREC. Vous savez tous qu'aujourd'hui, de par l'évolution des temps, quand Chronopost doit livrer, il vous trouve ou il ne vous trouve pas. Et pour vous trouver, il cherche sur un GPS. Et si sur le GPS, il ne vous trouve pas, il ne vous trouve pas. Et donc votre colis, vous allez le chercher ailleurs. Ou vous rappelez, puis vous reprenez rendez-vous, etc. Ça, c'est un peu désolant, un peu anecdotique, mais quand même, il y a de plus en plus de livraisons de ce type. Après, il y a des choses plus importantes. Si vous appelez un médecin le soir, et que c'est un médecin de garde et qu'il doit arriver rapidement, en général, il a aussi un GPS. Et là, s'il y a de la confusion, ça peut être beaucoup plus grave. Et donc, s'il ne vous trouve pas, il va falloir faire du guidage par téléphone pour qu'il approche de chez vous, etc. Et puis, il y a les pompiers. Ils connaissent très bien la commune, hein, donc ils peuvent compenser des lacunes par le fait de savoir que c'est à tel endroit ou c'est à côté de chez monsieur, à tel ou truc. Mais les pompiers, ils interviennent parfois de Basse, de Monistrol et d'ailleurs, et c'est pas les nôtres. Et ils ont parfois un peu moins de connaissances. Et donc, eux aussi agissent par GPS. Donc, de manière générale, après, ça peut être simplement pour l'obtention d'un abonnement à la fibre, où il faut la bonne adresse. Donc, on a l'obligation de reprendre l'adressage de l'ensemble de la commune, en sachant qu'il y a sans doute quand même un certain nombre de rues, de numéros, etc., qui sont cohérents et qu'on se fera un plaisir de garder. Par contre, par exemple, si vous prenez le village d'Ouillas, l'adresse c'est Ouillas. Donc, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de nom. Si vous prenez le village de l'Hermé, l'adresse c'est l'Hermé. Voilà. Et donc, à la fois sur les écarts, mais aussi sur le centre-ville. Après, il y a des dénominations qui sont créées par la création des lotissements, avec beaucoup d'homonymies, de noms pareils ou presque pareils, ou des numérotations qui sont intercalées dans des numérotations. Donc, on va entreprendre ce travail. C'est un travail de 2 à 3 ans. C'est un travail qui risque de générer un peu de mauvaise humeur, en particulier pour ceux qui risquent de changer d'adresse. Mais c'est un travail qui est indispensable si on veut que la commune soit dans l'ère actuelle. Parce que les défauts qu'on peut voir aujourd'hui seront encore plus grands demain. Et il faut donc que notre commune, les adresses soient d'équerre, qu'elles soient déclarées dans un logiciel d'équerre, qu'elles soient mises sur toutes les cartographies et qu'après tout soit calé. Voilà. Vous allez organiser une commission pour ça? Comment vous allez faire? Eh bien, on va consacrer un personnel communal à analyser tout ça. On va demander à un adjoint de lancer et de structurer le débat. Et puis, dès qu'on aura les... Parce qu'il y a de la méthode pour ça. On va travailler sur des bases de découverte. Il y a aussi de la méthode après pour informer les gens. Il y a des communes qui s'y sont lancées, donc on va aller essayer de regarder avec eux les écueils à éviter. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, est-ce qu'il faut se lancer partout en même temps, est-ce qu'il faut commencer que par quartier, par etc. Et donc dès qu'on aura avancé sur la méthode, on vous informera. Voilà. Mais ça va être un chantier 2017, 2018, 2019 avant d'être. Vous vous associerez à ce travail de Avec plaisir. On a délibéré sur le chemin Fleury. Alors, on a une série de délibérations pour les travaux concernant... Alors, la première concerne la route, la RD 46. C'est une délibération pour
autoriser, enfin pour approuver l'avant-projet de mise en souterrain du réseau basse tension, en confier la réalisation au syndicat départemental d'énergie et fixer la participation de la commune, qui en l'occurrence est de 47% de la somme totale. C'est les règles du syndicat d'électrification vis-à-vis de la commune. Ce qui fait sur un total de 7007, 3006. Sur ce premier élément qui est l'enfouissement du réseau basse tension à traversée de la RD 46, je vous tranquillise, on ne va pas réouvrir. Les gaines sont posées, il s'agit de finaliser la traversée. Hein, voilà. Donc ça, c'est une première délibération. Les avis contraires, les abstentions, je vous remercie. On a une série d'autres délibérations concernant le village de Lermay, puisqu'on va attaquer en grand maintenant les travaux de Lermay. Si vous voulez, on peut délibérer en une fois, on gagnera un peu de temps. Donc la première, c'est pour l'éclairage public dans le village de Lermay. Les travaux de mise en souterrain de ces réseaux représentent 37 000 €. Il restera à notre charge 85%, soit 32 000 €. C'est dans les mêmes termes que la délibération précédente, syndicat d'électrification, etc. Sur les travaux basse tension, toujours pour le village de Lermay, les travaux se montent à 181 000 €. Là, notre participation est de 47%, soit 79 032 €. Et c'est dans les mêmes termes pour ce syndicat d'électrification rurale. Sur la restructuration du réseau haute tension, les travaux s'élèvent à 163 000 €. Et là, notre participation est de 70%, donc 114 000 €. Donc je vous propose de délibérer sur l'ensemble de ces prestations. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. J'ai une question. Oui. Par rapport à l'éclairage, ça va partir sur un éclairage à LED, comme la rue de 46? En général, aujourd'hui, oui, on pose quasiment partout que de l'éclairage LED. D'accord. Oui. Je crois au moins que j'en ai fini, puisque la question diverse, c'est pareil, il y en a. Oui. Est-ce qu'il vous reste une question? En question d'hiver, oui. Lorsqu'on a établi le plan à l'urbanisme pour le lotissement de Solène, c'était dans l'eau, on avait déjà dit qu'on ne faisait pas en rodage de terrain. Les terrains étaient dans l'état naturel. Je ne me trompe pas. Excusez-moi, je sais pas. Le ponton. Le ponton. D'accord, le ponton. Voilà. Quand on a regardé le projet à l'urbanisme, on avait dit, on avait demandé si on faisait un décalage de ponton. On m'a dit non, ça reste en état naturel. Là, je passe les jours devant, je vois qu'il y a un arrangement qui a été fait, il est en maintenant. Oui, alors, c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on laissait le fond naturel. Je pense que sur le secteur où il y a eu l'arrangement, il se trouve que c'est un secteur où les réseaux étaient juste au-dessus. Il y a un réseau juste derrière l'arrangement, et qu'à mon avis, le lotisseur a mis la série d'arrangements pour caler le réseau qui est au-dessus. C'est tout le long. Non, il n'y a pas que l'arrangement, il y a un vélo qui ne vient pas. Donc, si on prend la côte naturelle, le terrain naturel et le terrain existant, il y a une grosse différence de compte. Je crois pas. Non, la cassure, elle y était. Hein, non, je crois pas. Je crois pas qu'on ait changé fondamentalement. Bon, vous savez, la police de l'eau y est passée, hein, donc il y a eu contrôle sur cette affaire. Ça a été suivi, pas au jour le jour, mais ça a été suivi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comme on est... alors, on vous a mis sur table les dates des conseils, etc. On vous a mis aussi la carte de vœux. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes, pour ceux que je ne reverrai pas, des belles et bonnes fêtes de fin d'année. Un peu d'amour, un peu de tendresse, beaucoup d'amitié, des amis, de la famille, de la convivialité, de la fraternité. Et puis rendez-vous pour une année 2017. On essayera de faire plus belle que l'année 2016 si on y arrive collectivement.